a déjà vu en commission, parce qu'il y a beaucoup de membres de la commission, transition énergétique et mobilité, et dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur des énergies renouvelables, et puis plus largement dans la politique énergie-climat. Comme vous le savez, on va avoir des ateliers. Là, vous avez reçu l'invitation à retenir les dates pour les prochains ateliers qui auront lieu le 18 mai pour le photovoltaïque, le 9 juin pour l'éolien et la méthanisation, le 2 juillet pour la chaleur renouvelable. Mais avec le travail qui est mené avec le CIEMEL actuellement, c'est vrai qu'on s'est dit que ça serait bien, avant cet atelier du 18 mai sur le photovoltaïque, que tout le monde ait le même niveau d'information sur le photovoltaïque, et pour pas qu'on ait plein de questions pendant l'atelier de concertation, des questions basiques, mais voilà, comme ça tout le monde aura le bon niveau d'info. Voilà, c'est Adrien qui nous a proposé de faire ce point. Voilà, donc je ne vais pas m'éterniser. Et donc on a deux fers de lance là ce soir, Adrien et puis Simon, qui vont justement nous briefer sur le sujet pour qu'on soit complètement opérationnel pour l'atelier de travail du 18 mai. Merci à eux par avance. Le micro, Monsieur Michaud. Monsieur Michaud, on ne vous entend pas, votre micro. Correct. Donc, j'étais en train de remercier tout le monde là pour votre présence et puis de pouvoir créer cet atelier qui est un atelier webinaire, comme l'a dit très bien Séverine, qu'on puisse avancer rapidement et qu'on ait tous à peu près des connaissances sur ce qu'est le photovoltaïque en ce qui concerne cet atelier. Et puis après, les autres ateliers suivront, et l'éolien, et la méthanisation, et les chaleurs renouvelables, etc. On passe pas trop de temps à dire merci, mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On parle photovoltaïque ce soir et on essaie de prendre tous des connaissances de base, je vais dire, là-dessus. Comme l'a dit Adrien, n'hésitez pas à poser vos questions plutôt par chat pour pas que ça trop perturber l'enregistrement. Et puis, je suppose qu'Adrien et Simon, vous répondrez régulièrement aux questions qu'on vous écrira à côté. D'accord ? Allez, merci, et puis c'est parti. Voilà, donc on aura sans doute le même genre de webinaire sur les autres sujets, éolien, méthanisation, chaleur renouvelable. Voilà, les dates ne sont pas encore arrêtées, mais c'est dans le principe de fonctionnement, ça nous paraît plutôt intéressant de poursuivre sur ce mode-là. Séverine ou Simon, n'hésitez pas à me dire s'il y a des questions, parce que moi, je ne vais pas voir le chat vu que je présente. Voilà. Alors, pour me présenter quand même, Adrien Tufferot, moi, je travaille au syndicat d'énergie du Maine-et-Loire. Donc, bon, le CIEMEL, je le présente, mais très rapidement, c'est le syndicat d'énergie qui gère les travaux sur les réseaux d'énergie et d'éclairage public dans les communes rurales du Maine-et-Loire. Et au-delà de cette mission, on va dire historique, on a depuis quelques années développé assez fortement un service, un pôle transition énergétique, avec un service patrimoine public qui accompagne les communes, et de plus en plus d'ailleurs sur le Saumurois. Là, il y a une grosse montée en charge du côté de campagne sur les économies d'énergie dans le patrimoine public. Avec également tout un programme d'aide pour les travaux d'économie d'énergie et la chaleur renouvelable. Et puis, bon, voilà, on travaille aussi sur d'autres sujets comme la mobilité alternative, les filières, on va dire, un peu plus innovantes sur les usages hydrogène ou autres. Et puis, donc moi, je travaille plus spécifiquement sur les énergies renouvelables, électriques, donc photovoltaïque, éolien, voilà. Donc c'est pour ça que j'accompagne pas mal Séverine là sur le suivi du schéma directeur ENR chez vous.
Alors, le CML, juste pour dire un mot sur un programme qu'on est en train de construire autour du solaire, qui s'appelle le Solaire en Anjou et qui va bientôt se montrer au grand public. On prévoit un lancement en juin, qui est un programme qu'on a construit en consultant tous les EPCI du Maine-et-Loire et avec les structures expertes sur le sujet, comme la Chambre d'agriculture qui accompagne depuis longtemps les agriculteurs sur le sujet, Simon de Atlanson évidemment, Alizé, l'association qui conseille les particuliers sur les économies d'énergie et maintenant du coup également sur le photovoltaïque, et puis Horace pour l'association Horace pour conseiller les entreprises. Donc un programme qui s'appelle Le Solaire en Anjou, qui va, je ne vais pas tout lister ce soir, ce n'est pas le sujet, mais qui va lister un certain nombre d'actions, une vingtaine d'actions à mettre en œuvre là, dans les 10 prochaines années pour vraiment essayer de passer la marche du développement solaire, parce que je vais vous en parler juste dans 2 minutes. Il y a effectivement une marche à franchir. Voilà, alors Simon, je te laisserai te présenter peut-être quand tu prendras la parole tout à l'heure. Moi, je vais juste terminer là sur le premier point qui est le contexte autour du photovoltaïque. Ensuite, Simon prendra la main pour vous présenter un petit peu les grandes bases sur les filières photovoltaïques et les différents modes de valorisation qu'on connaît aujourd'hui pour la production photovoltaïque. Et puis je reprendrai la main juste pour ajouter quelques éléments sur des ordres de grandeur à connaître sur ces filières-là, et puis donner deux petits exemples. Voilà. J'enchaîne. Sur le contexte, alors sans refaire tout le corpus législatif, bien comprendre la hiérarchie des normes avec une normativité qui part de tout en haut, vraiment avec l'Alliance de Paris pour le climat, donc un accord international, qui se retrouve derrière normalement en cohérence avec le paquet énergie-climat 2030 européen. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ce qui se passe en France. On a un objectif en France de neutralité carbone à l'horizon 2050. Cet objectif, il se base avant tout sur la stratégie nationale bas carbone. Et donc, les 10 premières années de cette stratégie nationale bas carbone se retrouvent dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE. On est rendu à la deuxième, là, qui nous emmène jusqu'à 2028, et donc qui nous donne un petit peu les grandes orientations de la France dans le domaine énergétique jusqu'en 2028. Alors, il y a une déclinaison de cette PPE qui est prévue au niveau objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SRADET, qui sont les schémas dans lesquels s'insèrent les politiques énergétiques au niveau des régions, les SRADET ne sont pas, il n'y a pas d'opposabilité entre la PPE et les SRADET. Ça va être introduit bientôt dans la loi climat et résilience qui est prévue là. Sur les objectifs de cette PPE2, là, en fait, elle nous intéresse, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que là, vous voyez un petit peu le rythme actuel de raccordement photovoltaïque en France. En 2017, on était à 7,7 gigawatts. Aujourd'hui, on est à peu près à 10,4 gigawatts. La PPE, elle prévoit à 2023 de doubler ça. Donc, c'est-à-dire qu'en 3 ans, il faut qu'on double la production, la puissance actuelle. Vous voyez que les 3 dernières années, on n'était pas exactement sur ce rythme-là. Donc là, déjà, on voit la marche qui commence à se dessiner. Et puis jusqu'à 2028, on prévoit un objectif, on va dire, de 40 gigawatts. C'est une fourchette qui est inscrite dans la PPE. Donc d'où, en fait, la prise de conscience, quelque part, si je peux appeler ça comme ça, de l'État, de se dire, bon, on n'est pas tout à fait sur la bonne voie, ça fait plusieurs fois qu'on rate nos échéances, qu'on est en retard sur nos objectifs. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour vraiment accélérer les choses et vraiment faciliter la mise en place du solaire sur le territoire français? D'où tout un corpus en fait législatif qui est notamment depuis la loi transition énergétique pour la croissance verte en 2015. Là, aujourd'hui, on a une loi climat-énergie qui vient mettre vraiment des mécanismes réglementaires nouveaux, assez forts, notamment sur l'obligation pour les bâtiments de plus de 1000 m² de mettre du solaire, mais ça,
Simon, je crois que tu as prévu d'en reparler après. Et puis une loi climat et résilience qui arrive. Donc, bien comprendre que là, on est vraiment sur un changement de cap un petit peu là, en ce moment de la politique française, avec des nouveaux tarifs d'achat, des nouveaux appels d'offres nationaux qui arrivent, qui ont vraiment pour objectif de déverrouiller un certain nombre de freins aujourd'hui pour le développement du solaire. Alors, si on regarde plus localement, aujourd'hui, sur votre territoire, Saumur-Val-de-Loire, en 2016, on était à 14 mégawatts. Donc là, on parle de mégawatts, on ne parle plus des gigawatts comme au niveau national. On a un rapport de 1000 entre les deux. Fin 2019, on est à 16 mégawatts. L'objectif, alors ce n'est pas un objectif que vous avez validé ça dans le PCAET, faut bien qu'on soit clair là-dessus. Hein. Vous avez validé un objectif qui est d'être territoire TEPOS, c'est-à-dire de suffisamment diminuer vos consommations et suffisamment augmenter votre production locale pour avoir un bilan neutre. Néanmoins, en fait, à un moment donné, puisqu'on vous accompagnait sur ce PCAET aussi, au niveau du CML, on a dû inscrire des chiffres pour l'ADEME pour qu'elle l'enregistre, le PCAET. Donc des chiffres par filière. Voilà, donc on a fait une distribution des filières pour atteindre cet objectif TEPOS. Donc ce n'est pas un objectif qui a été officiellement validé par la communauté d'agglomération, mais on va dire que ça peut être un ordre d'idée qui peut être intéressant à prendre en compte quand on essaye de se représenter les objectifs du PCAET Saumur-Val-de-Loire. Donc là, on voit encore mieux la marche à franchir. Là, en 11 ans, 12 mégawatts à installer chaque année sur les 10 années qui viennent. Ça peut paraître monstrueux comme ça et inatteignable. Après, vous verrez avec les ordres de grandeur qu'on va vous donner, finalement, s'il y a une vraie accélération de la tendance là, sur les raccordements, on va dire, du photovoltaïque diffus grâce aux nouvelles réglementations plus intéressantes, plus souples, on va dire. S'il y a ça, plus des gros sites de production, comme il y en a plusieurs en projet hein, sur votre territoire, finalement, ces 12 mégawatts par an, certes, ça reste ambitieux, mais bon, on commence à avoir un rapport réaliste, malgré tout. Et donc, là, c'est ce que je vous disais hein, sur le mix énergétique et la répartition des différentes filières à horizon 2030 dans votre PCAET. Sur l'électrique, hein, parce que donc les filières bois, énergie, méthanisation, on est plutôt sur de la chaleur renouvelable. Sur la filière électrique, on est vraiment parti sur une prépondérance du photovoltaïque, c'est-à-dire que ça devient vraiment la première source d'électricité produite sur le territoire. Et je crois même, je n'ai pas vérifié, mais ça peut être même la première source d'électricité tout court. Donc justement, puisque je parlais des ordres de grandeur, non, alors ça, je vais y revenir après. Voilà. Je voulais juste faire le point sur le contexte déjà. Et du coup, Simon, si tu veux prendre la main pour aller un petit peu plus loin. On t'entend pas, Simon. J'avais aussi coupé mon micro. Juste avant de faire ma présentation, un petit focus sur un échelle que tu n'as pas évoqué, qui est le niveau régional. Il y avait le SRCAE fixé un objectif de 650 mégas de photovoltaïque en 2020, et le réel, c'est 620. Donc on est arrivé à 95% de l'objectif, ce qui est pas mal. Et quand on a la planification régionale, donc les SRADET qui a été voté fin d'année dernière, on aura un objectif qui est à peu près, grosso modo, de 5 gigas en région. Et pour atteindre cet objectif-là, il faut multiplier la puissance raccordée par 3, en moyenne sur tous les territoires. Donc, il y a toujours la question de dire il faut des objectifs ambitieux, mais il faut qu'ils soient réalistes et atteignables. Et clairement, le retour d'expérience du SRCAE, c'est que oui, c'est atteignable, et que les objectifs du SRADET, ils sont ambitieux, ils sont atteignables, mais c'est l'affaire de tout le monde et de tous les territoires, et c'est pour ça qu'on y travaille.
Et un des outils, même si je n'aime pas trop le terme pour y arriver, c'est Atlancen, qui est là justement pour vous accompagner. Alors, je vais projeter mon truc. Vous me dites si vous voyez quand vous voyez ma présentation. Hop, normalement ça doit être bon. Tu me dis Adrien. Ça y est, c'est bon. Ok, super. Donc, merci déjà de me recevoir. Voilà, l'objectif, c'est de vous faire passer des savoirs. Alors, je ne suis pas prof, vous n'êtes pas élève, ça tombe bien. Donc, ce n'est pas un cours. Vraiment, c'est un exposé. Il n'y a aucune question taboue. Voilà. Il n'y a aucune question bête non plus. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions. Il n'y a aucun problème. J'y répondrai. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que je pars dans des sujets trop techniques, n'hésitez pas, je réexpliquerai. Voilà, l'objectif, c'est de vous donner un vernis pour comprendre les grands enjeux du photovoltaïque aujourd'hui. Parce que voilà, c'est un sujet qui est très évolutif et les enjeux changent tout le temps. Hop, attendez, tac, voilà. Quelques mots avant de rentrer dans le vif du sujet sur Atlancen, qui on est. En fait, Atlancen, c'est le réseau de la filière solaire en Pays d'Alors et en Bretagne. On réunit pratiquement 170 membres aujourd'hui qui interviennent sur les deux régions. Avec une spécificité, nous on regroupe à la fois entreprises, collectivités, académiques et associations. Donc on regroupe tous les types d'acteurs qui interviennent sur la filière solaire. Donc le CIEMEL est un de nos membres. Enedis, que vous devez connaître, est un autre de nos membres. Les développeurs sont des membres. Les industriels du photovoltaïque sont des membres. EDF, Engie sont des membres. La Banque des Territoires. Voilà. On a vraiment le scope global des acteurs du solaire, des parties prenantes. Et on le fait aussi avec le soutien des régions et des ADEME. Et on intervient sur le photovoltaïque et le thermique. Donc, si vous voulez faire la même chose sur le solaire thermique, je suis à votre disposition. Pas ce soir, mais une autre fois. Voilà. En termes de gouvernance, c'est Olivier Loiseau qui est le directeur général de Vendée Énergie, donc une SEM, donc, qui est un bel exemple du lien entre la collectivité et le monde économique. Donc, il y a un développeur en Vendée. Ensuite, dans notre bureau, il y a des industriels, des collectivités et des entreprises et Enedis. Je rentre dans le vif du sujet. Juste pour information, les slides vous seront diffusés. Je les ai envoyés à Adrien, vous seront diffusés. Il y a mes coordonnées dedans. Voilà, si vous avez des questions plus tard, après, n'hésitez pas à nous contacter. On sera un plaisir de vous répondre. Donc, ce qu'il faut bien comprendre pour prendre un peu de hauteur, ça fait pas de mal dans le photovoltaïque. On est, moi, ce que j'appelle vraiment un changement de paradigme. Je pense que vous connaissez tous le photovoltaïque. Alors, on ne l'a pas évoqué, mais le photovoltaïque, c'est le fait de produire de l'électricité à partir de l'énergie que nous envoie le soleil. Et on a un changement de paradigme historiquement, depuis les années 90. On avait une seule solution, c'était je produis, je vends mon électricité. C'était la seule chose qui était intéressante économiquement. Et on a deux phénomènes qui sont arrivés en parallèle. C'est une baisse des coûts de production au niveau mondial. J'y reviendrai dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a de la maturité technologique, on a de l'innovation, on a de la massification, une augmentation de la capacité industrielle, donc une forte baisse des prix. Qui a été divisé, par exemple, un module, le prix d'un module a été divisé par 10 en 10 ans. En parallèle de ça, on a eu une augmentation du prix de l'électricité. Vous l'avez tous vu sur vos factures à titre individuel ou les factures de vos collectivités. On a une augmentation du prix de l'électricité. Ensuite, pourquoi dans ce graphe-là, vous voyez des bandes ? Parce que tout le monde ne paye pas l'électricité au même prix. Et si vous êtes un gros industriel électro-intensif, vous ne payez pas le même prix qu'un particulier. Et on a le même phénomène pour la production photovoltaïque. Plus on a des grandes centrales, moins c'est cher. Et plus on est dans le sud, plus il y a d'ensoleillement, plus on produit, donc moins c'est cher. Et quand ces courbes se croisent au milieu, là, dans le losange, aujourd'hui on est au milieu de ce losange, on a ce qu'on appelle la parité réseau. Et la parité réseau, c'est quoi ? C'est le moment
où économiquement, le coût de l'énergie que vous produisez par l'investissement que vous allez avoir d'un côté, et de l'autre côté, le coût de l'électricité que vous avez acheté est le même. Et donc, du coup, vous avez un nouveau choix. Et ce choix, c'est quoi? C'est est-ce que j'achète ou est-ce que je produis? Et c'est tout l'enjeu du photovoltaïque aujourd'hui, c'est de dire est-ce que j'achète ou est-ce que je produis? Est-ce que je consomme ce que je produis? Et je vais vous arrêter tout de suite, les questions, si elles arrivent, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend de votre projet, ça dépend de vos envies, ça dépend de votre vision. Donc, nous, notre but chez Attensun, c'est justement de vous montrer le champ des possibles. On ne va pas vous dire il faut vendre, il faut consommer. Ce n'est pas ça le sujet. C'est de dire, voilà, il y a plein d'options. Il y en a qui sont des fois intéressantes, d'autres pas. Et il faut choisir la bonne opportunité. Voilà. Le coût du photovoltaïque, je l'ai déjà évoqué, hein, c'est en baisse continue. Alors, une baisse qui est moins continue ces dernières années, en particulier depuis mars 2020. Je pense que vous savez qu'il y a un contexte un petit peu particulier. Et l'impact qu'il a sur le photovoltaïque, c'est que les coûts de fret maritime entre l'Asie et l'Europe ont très fortement augmenté. Et comme malheureusement une très grosse partie de la production photovoltaïque est en Asie, le coût des modules, le coût du transport augmente et du coup le coût des modules augmente. Donc la baisse commence à se diminuer. Et ensuite, les autres éléments structurants du coût d'une installation, c'est la taille de l'installation. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de coûts fixes dans le solaire, le photovoltaïque. Donc, plus vous faites une centrale grande, plus le coût de production, alors rapporté à l'unité de production, va être faible. C'est-à-dire que si vous avez une grande centrale, et je reviendrai sur des chiffres, voilà, une grande centrale au sol coûte bien moins cher qu'une petite centrale sur une maison individuelle. Et l'autre élément qui influe sur le coût d'énergie, c'est comment vous allez vendre ou valoriser cette énergie. Pourquoi? Parce que si vous la vendez, vous avez besoin d'être connecté au réseau public de distribution. Et ça engendre des coûts. Ce qui est logique, vous allez bénéficier d'un service public et du coup, vous allez devoir le rémunérer, ce service qu'on vous apporte. Par contre, si vous autoconsommez, donc l'aspect je produis, je consomme, là, vous n'allez pas forcément avoir besoin de vous connecter au réseau. Donc, les coûts de l'énergie vont être un peu différents. Sur les ordres de grandeur des coûts, c'est une slide qui est très intéressante, parce qu'on me pose souvent la question, les élus nous posent souvent la question de dire, mais oui, mais les panneaux viennent de Chine, donc quand je fais des centrales, j'envoie de l'argent en Chine. C'est pas faux, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chaque point du slide, mais là, c'est vraiment la répartition des coûts entre les différents postes, entre je dirais les objets, enfin le matériel que vous achetez, que ce soit les modules ou les autres systèmes, et les coûts d'installation. Et ce qu'il faut voir, c'est la partie jeune. La partie jeune, c'est les coûts d'installation, c'est ce qui a la retombée locale la plus proche du lieu d'installation. Et donc, du coup, vous voyez, plus on fait des grosses centrales, donc là, c'est la maison individuelle, au milieu, une toiture industrielle et une centrale au sol, plus on fait de petites centrales, plus on a de l'installation qui est importante, et du coup, plus on a des retombées locales. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on fait des politiques sur des petites centrales, plus elles coûtent cher, mais plus les retombées sont locales. Donc, il faut trouver un panachage entre des grandes centrales qui vont permettre d'atteindre les objectifs qu'on évoquait tout à l'heure avec Adrien, qui auront peut-être moins d'impact local, et des toitures locales, industrielles, qui permettent d'avoir aussi plus d'impact local, mais moins de contribution aux atteintes des objectifs. Comment on installe tout ça? Comment on installe du photovoltaïque? On a 3 solutions. Première solution, le plus classique, c'est j'installe sur une toiture. J'installe sur une toiture. Alors, ce qui est excessivement important, et c'est une idée reçue qu'on a sur le photovoltaïque, historiquement, les panneaux solaires servaient à faire l'étanchéité du toit. Donc, en fait, ils avaient un double usage. Ils produisaient l'électricité et ils assuraient la couverture, l'étanchéité.
Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comme vous voyez sur la photo, c'est plus une obligation. Donc, vous avez votre toit et par-dessus, on va poser du photovoltaïque. C'est vraiment le modèle standard. Alors là, c'est une toiture industrielle, mais on pourrait avoir la même chose sur une maison. Ce qui est important à retenir, c'est un peu l'ordre de grandeur qu'évoquait Adrien. Moi, j'ai parlé un peu en puissance, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 5 mètres carrés, ça fait 1 kW de puissance. D'accord? Donc, tout à l'heure, Adrien évoquait 12 mégawatts par an. Donc, 12 mégawatts, ça fait 12 000 fois 5, ça fait 60 000 mètres carrés de panneaux solaires à installer en toiture par an. Voilà. Les ordres de grandeur tels qu'on peut les traduire. Ça, c'est la première solution, c'est les toitures. La deuxième solution, c'est les ombrières. Ombrières, c'est quoi? Vous avez un parking, vous garez des voitures, thermiques pour l'instant, que électriques plus tard, mais vous allez mettre par-dessus une ombrière qui va vous permettre d'avoir vos véhicules à l'ombre l'été, protégés de la pluie l'hiver, et qui va produire de l'électricité. Et ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est ordre de grandeur, une place de stationnement, 15 mètres carrés, 3 kW, ce qui est l'équivalent d'une maison individuelle. Et ensuite, on a les centrales au sol. Donc là, on va développer des centrales au sol, principalement uniquement aujourd'hui sur des centres d'enfouissement technique, sur des sites déclassés. Il y a des réflexions en cours sur les friches industrielles. Il y a un vrai sujet qu'on peut évoquer sur les terres agricoles. Nous, la vision qu'on a chez Atlansen, c'est qu'une fois qu'on aura couvert les toitures, couvert les ombrières, couvert les centres d'enfouissement technique des sites dégradés, on aura largement atteint nos objectifs. Donc, l'usage des terres agricoles, gardons-les, et terres naturelles d'ailleurs, gardons-les sur l'activité première du monde agricole. On a déjà tellement à faire sur les autres sujets. Mais c'est un sujet on peut débattre si vous le souhaitez. Un petit schéma, n'ayez pas peur, il fait un peu peur, mais je pourrais vous l'envoyer. Le principe, c'est de se dire comment on va valoriser cette énergie, et en fonction des usages. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a plein de modalités, plein de solutions à notre disposition. On ne va pas rentrer dans le détail dans une heure de présentation, mais plein de dispositions pour valoriser l'énergie, que ce soit de la vente, que ce soit de l'autoconsommation, et on a des solutions alternatives entre la vente et l'autoconsommation. Et pareil, que vous soyez en toiture, en ombrière ou au sol, il existe des mécanismes. Il y a des trous, c'est comme ça. Par exemple, vous voyez qu'au sol, on peut pas. Alors, le schéma, plus on va vers le bas, plus c'est des grandes installations. Là, au sol, il n'y a pas forcément de solution. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, et Adrien l'a évoqué, on a un peu une barrière de simplicité, c'est-à-dire que au-dessus de 500 mètres carrés, que vous soyez en ombrière ou en toiture, on a un mécanisme qui s'appelle le tarif d'achat, qui est un mécanisme simple. C'est-à-dire que n'importe qui peut l'adresser. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement simple, des pièces compliquées. Ce qu'on appelle un guichet ouvert, c'est que vous déposez le dossier, vous pouvez valoriser l'énergie. Au-dessus de 500 mètres carrés, on rentre dans un système d'appel d'offres. Vous allez devoir candidater contre d'autres projets au niveau national pour obtenir un mode de valorisation. Et du coup, si vous avez des projets qui font 600, 700, 800 mètres carrés, c'est compliqué à développer. Et en fait, le législateur, pour accélérer le développement du solaire, s'est dit, voilà, bon, on va augmenter cette part de 500 mètres carrés et on va le faire passer à 2500 mètres carrés. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir de cet été, on n'a pas encore la date parce que c'est une aide d'État qui a été notifiée à la Commission européenne et dont on attend la réponse. À partir de cet été, il faut se dire, en dessous de 2500 mètres carrés, c'est pas compliqué. Au-dessus, c'est plus compliqué. Donc, c'est vraiment cette limite qu'il faut se donner. Et 2500 mètres carrés, on commence à avoir de très belles centrales solaires. Quelques ordres de grandeur, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque case, mais c'est pour vous montrer un petit peu la courbe de baisse des prix en toiture, les coûts d'une centrale.
Alors, ce n'est pas le coût complet parce que tous les coûts ne sont pas intégrés, mais c'est vraiment pour vous donner la tendance. En gros, quand on est sur une maison individuelle, vous voyez, vous allez produire de l'énergie à 14 centimes. Aujourd'hui, si vous regardez votre facture d'électricité, on est plutôt sur 16 centimes. Donc, vous voyez, c'est moins cher de produire que d'acheter sur le réseau. Donc, là, on est à 14 centimes et vous voyez, on baisse très, très fortement quand vous êtes sur des très grandes toitures, des centrales qui font 1250 mètres carrés, 2500 mètres carrés, on va être à 4,5. Donc là, on va avoir une autre économie, sauf que quand vous, en particulier, vous achetez l'énergie à 16, un industriel qui a un gros bâtiment, lui, il l'achète à 5. Donc, vous voyez, le rapport entre le coût de production de l'énergie et le coût d'achat d'énergie reste le même. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mécanismes sont parallèles, en fait, entre des gens qui achètent l'énergie pas chère et qui vont la produire moins cher. On a la même chose sur les ombrières, on va passer de 9 centimes à 7 centimes. Et au sol, alors la baisse est moins grande, mais on est tout de suite sur des grands systèmes. Donc, vous voyez, on parle, alors un hectare, c'est petit quand on parle de centrale solaire au sol, mais quand on est sur 10 hectares, on est à environ 6 centimes de production. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, alors je sais qu'il y a beaucoup de choses, et on pourra en parler, c'est que au-delà de cette nouvelle arrêté tarifaire qui va simplifier la vie des porteurs de projets, il y a quelques réglementations qui vont fortement accélérer le développement du photovoltaïque. Je ne sais pas si j'ai pas mis de focus. Le premier, c'est la loi énergie-climat qui est ici là, pour tous les bâtiments, qui est ici, excusez-moi. Tous les bâtiments aujourd'hui qui sont industriels, commerciaux, le parking en silo supérieur à 1000 m² doivent accueillir 30% d'ENR sur leur surface ou de toiture végétalisée. Et vraiment, c'est un sujet qui va permettre d'accélérer fortement. Alors, ce qu'il faut voir, il y a un vrai enjeu des collectivités parce que les porteurs de projets disent « oui, c'est pas possible, c'est compliqué ». Ce n'est pas vrai. Il y a des solutions pour résoudre cette complexité. Nous, on a développé des outils, des guides, justement pour montrer que c'est pas si compliqué que ça. Il y a des solutions, il y a des investisseurs qui peuvent investir à votre place si vous le souhaitez. Donc, il y a plein de solutions économiques et techniques pour répondre à ces obligations-là. Donc ça, c'est le premier sujet qui est vraiment un sujet très important d'accélération du solaire. Le deuxième... Juste, excuse-moi Simon, parce que tu l'as écrit, mais tu ne l'as pas forcément dit à l'oral, on parle des bâtiments neufs et des extensions, là. Oui, pardon. Oui, c'est les bâtiments neufs et les extensions qui sont supérieurs à 1000 m². Donc, c'est pour tous les PC déposés supérieurs à 1000 m². Et cette barrière, cette limite de 1000 m², donc en neuf ou en extension, devrait descendre à 500 m² en 2024. Normalement, c'est dans la loi climat et résilience, mais il faut que je la regarde. Mais j'attends qu'elle ait fini la navette parlementaire. Donc là, on parle bien sur le neuf. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais ce n'est pas le gros du parc. L'autre sujet, c'est donc le décret éco-énergie tertiaire, donc là qui lui va s'adresser à l'existant et à tous les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m². On va devoir avoir une baisse de 40% de la conso entre 2010 et 2030, 50 en 2040 et 70 en 2050. Donc là, on va vraiment avoir des gros enjeux de massification de la rénovation de vos patrimoines aussi. Et le solaire pourra être contributif parce que quand on va produire son énergie, donc là on sera dans l'aspect production, donc on pourra baisser, ça sera contributif à cette baisse de 40% de la consommation. Juste pour finir sur ce premier niveau d'information sur le solaire, comment vous vous faites accompagner. Il y a les acteurs de proximité, il y a le CIEMEL qui est là pour vous accompagner. Nous, on travaille en lien avec le CIEMEL pour répondre à vos questions en amont sur l'émergence de projets. Nous, on n'est pas un acteur économique, on ne fait pas de prestations, on vous informe. Et ensuite, derrière, on saura vous mettre en relation avec les entreprises du territoire, de la région, qui pourront répondre
problématiques d'études industrielles, côté investissement et côté exploitation sur toute la vie du projet. J'en ai terminé. Alors, le slide, la présentation continue sur l'explication de tous les modèles économiques qui existent dans le solaire. Ce n'est pas l'objectif de la réunion, mais on pourra en reparler une autre fois. Je vous envoie les supports, vous les aurez et je serai à votre disposition pour y répondre si vous avez des questions dessus. Et terminé de mon côté, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, bonjour, Sylvain Lefebvre, Longuet. Tout à l'heure, vous parliez de 5 mètres carrés de modules représentent environ une puissance de 1 kW. Oui. Mais 1 kW par quoi? Par heure, par an, par jour? Alors, c'est 1 kW de puissance, Oui. c'est la capacité maximale que le 5 mètres carrés peuvent produire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans nos territoires, c'est une grande donnée moyenne que je vais vous dire, 1 kW produit 1000 kWh par an. D'accord. Ok. Alors, moi, c'est une unité que je prends d'équivalence qui font hurler les puristes et certaines entreprises, mais qui est très simple. C'est quand vous êtes sur une puissance sur un bâtiment qui fait 500 mètres carrés, vous avez 1 kW égale, ça coûte 1000 euros, 1 kilo-euro, et ça produit 1 mégawattheure par an. D'accord, merci. Et une information que je n'ai pas précisée, alors je ne sais pas si Adrien, tu as prévu d'en parler, mais tu m'excuseras si je te coupe l'herbe sous le pied sur les heures de grande, sur les durées de vie des panneaux. Tu as prévu d'en parler ou pas? Je le mentionne, mais vas-y, voilà. Je t'en prie. En gros, les grandes durées qu'il faut avoir quand on parle de photovoltaïque, j'aurais pu le mettre, c'est que les contrats d'achat que j'ai évoqués, ce sont des contrats qui vont durer 20 ans. Donc pendant 20 ans, vous allez vendre votre énergie à un acheteur obligé. Ça, c'est la première durée. La deuxième durée, c'est le temps de retour sur investissement. En gros, le temps de retour sur investissement, grosso modo, alors ça dépend de la taille, ça dépend de la valorisation, de combien vous coûte l'énergie. Moi, l'ordre de grandeur que je prends, c'est en gros plus ou moins une douzaine d'années. D'accord? Donc, en une douzaine d'années, vous allez rentabiliser votre investissement. Et la durée de vie des panneaux, aujourd'hui, les panneaux sont garantis par les fabricants pour avoir une puissance de 85% au bout de 25 ans. Donc, vous voyez, en gros, 12 ans, vous rentabilisez vos panneaux, 20 ans, vous avez le contrat d'achat, il vous reste encore entre 5 et 10 ans de durée de vie pour vos panneaux. Quelle que soit l'origine du panneau, Simon? Alors, ouais, quelle que soit l'origine du panneau, en fait, c'est pas l'origine qui compte, c'est la qualité des panneaux. En fait, le Made in China, les panneaux solaires, il y a de la très bonne qualité, il y a de la moins bonne qualité, comme en France. Donc, en fait, voilà, vous avez des gammes et souvent les producteurs, les industriels, vous garantissent les panneaux. Donc, malheureusement pour nous, les produits chinois ne sont pas forcément de mauvaise qualité. Je dis malheureusement pour nous parce que je préférais qu'il y ait une industrie forte en France. Hein. On a loupé le coche. Je ne vais pas rentrer dans la géopolitique du solaire, mais la Chine a décidé en 2010 de s'acheter l'industrie photovoltaïque mondiale et elle a injecté des milliards et des milliards d'euros dedans. Oui, comment ça se passe quand des panneaux tombent en panne? Au bout de quelques années, est-ce qu'il n'y a pas un risque de ne pas retrouver les mêmes panneaux, étant donné qu'ils évoluent assez rapidement au niveau des formes et des puissances? Donc, est-ce que ce n'est pas un problème? Et la deuxième question, c'est quid du recyclage des panneaux? Parce que c'est vrai que c'est toujours un sujet. On n'entend toujours pas parler de vraies solutions ou d'entreprises qui vont développer un système de recyclage. Merci. Alors, pour l'aspect maintenant, c'est vrai que c'est un problème, les quelques panneaux qui fonctionnent pas. Alors, si vous avez un ou deux panneaux qui fonctionnent pas, souvent on peut
sortir, les couper de la centrale pour qu'ils ne pénalisent pas la production. Si vous avez toute une centrale qui ne fonctionne pas, en fait, les industriels, ils vous les changent. Clairement, c'est arrivé, ça arrive, et puis il y a des compensations. Mais ça reste extrêmement rare. Voilà. Le gros avantage du solaire, c'est que ça bouge. Il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Donc, et quand ça ne bouge pas, bah, ça casse beaucoup moins. Par contre, les modules ne bougent pas. Après, les onduleurs ont des durées de vie qui sont moins longues que les modules. Et du coup, on les remplace voilà, tous les 8-10 ans, mais c'est prévu dans les coûts d'exploitation. Le recyclage, c'est un sujet on nous dit souvent, et je prends la question, voilà, qu'il n'y a pas de solution, C'est pas vrai. Aujourd'hui, les filières de recyclage, elles sont en place. Elles ne sont pas développées parce qu'il n'y a pas beaucoup de panneaux encore à recycler. Il faut savoir, c'est qu'un panneau, concrètement, c'est de l'aluminium, du verre, du silicium, et de moins en moins d'argent, et environ 4% de plastique. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un panneau, c'est un sandwich d'éléments qu'on chauffe, et un des éléments au milieu, c'est du plastique, et qui permet de coller le tout. Et du coup, après, on chauffe à l'envers, et on récupère les différents matériaux pour recycler. Aujourd'hui, il y a la première usine de recyclage de panneaux qui est à Valbonne, qui est une usine Veolia, qui fonctionne, et tous les opérateurs adhèrent à des associations de recyclage et de logistique du recyclage. Et les panneaux photovoltaïques, c'est un élément électronique comme un autre. C'est-à-dire que l'éco-participation que vous voyez dans les publicités, ben, vous payez la même chose dans le photovoltaïque. Et à la fin de la durée de vie de la centrale, quand vous voulez changer de panneau au bout de 30 ans, vous prenez les panneaux, vous les enlevez du toit, vous les mettez sur une palette sur le trottoir, et vous appelez PV Cycle, et PV Cycle vient les récupérer, et c'est fini. Et bien entendu, vous mettez d'autres modules sur votre toit. Est-ce que tu peux enlever le partage, Simon, pour qu'on te voit? Ouais. Bonjour, Michel Ponchant. J'avais une question. Est-ce qu'on peut revenir sur les coûts d'exploitation? Comment c'est pris en compte dans le retour sur investissement entre la gestion, la maintenance, le coût du personnel? Je ne suis pas mis en visio, mais donc voilà, c'est un petit peu pour bien resituer, parce que chaque installation industrielle aujourd'hui, donc il y a une gestion, il y a des gens pour s'en occuper, il y a toujours des pannes, la maintenance, et puis le coût de fonctionnement, comment c'est intégré dans le système, quoi. En fait, aujourd'hui, l'estimation qu'on prend, l'ordre de grandeur d'une centrale photovoltaïque, c'est que les coûts d'exploitation et de maintenance, donc de remplacement des onduleurs, de suivi, de nettoyage des panneaux tous les 2 ans, c'est de l'ordre de 1% du coût d'investissement initial. Donc, quand vous faites un business plan d'une centrale solaire, en gros, ben voilà, vous avez une centrale solaire sur 20 ans, ben, si elle vous coûte 100, au bout de 20 ans, elle vous aura coûté 120. Et le coût du recyclage aussi également, puisque s'il y a des panneaux qui tombent en panne, il y a un recyclage. C'est l'ensemble de la gestion d'exploitation? Oui, exactement. Ouais. C'est l'ensemble de la gestion de l'exploitation. En fait, oui. le coût du recyclage, il est inclus dans le coût d'achat. C'est quand vous achetez, quand vous achetez des panneaux 100, en fait, vous les achetez 99 et il y a 1 pour l'éco-participation, le recyclage. Merci. Pierre, il y a une question? Oui, c'est ça, j'allais dire ça. J'ai vu une main levée. Allez-y. Oui, bon, vous avez dit qu'il y avait évidemment une autre partie de la production. Je n'entends pas. Est-ce qu'il y a réellement une filière crédible de production en Europe? On l'entend très mal. Il pose la question. C'est une filière crédible de production en Europe. C'est ça. C'était ça ma question. Alors, il y a une filière de production crédible en Europe, mais il y a surtout une filière de production en France et en Pays de la Loire et en Bretagne. Aujourd'hui, vous avez une usine qui est à Carquefou, qui assemble des modules, c'est-à-dire qu'ils vont acheter des cellules en Chine et après du matériel en Europe, et ils produisent à Carquefou. Il y en a une autre à Lannion. Donc c'est Systovi qui est à Carquefou. Systovi a annoncé
un grand plan d'investissement avec une société alsacienne qui s'appelle Voltec, d'investissement et de... Alors, je ne voudrais pas avoir les chiffres en tête, mais je pourrais vous envoyer des informations, leur communication de presse, mais de multiplier leur capacité de production de manière significative, et justement pour faire suite à cette augmentation de la tendance. Après, sans présager de la réponse et de l'intérêt, mais ça peut être un sujet, vous êtes à Saumur, Carquefou, c'est pas très loin. Je pense que les gens de chez Tistovi seront enchantés de recevoir une délégation des élus du Saumurois pour montrer comment on fabrique des panneaux solaires en France. Pour compléter ce que tu disais, Simon, il y a beaucoup de marques en Europe, et des très très bonnes marques. Les Espagnols, ça fait longtemps qu'ils font du panneau, les Italiens, les Belges, les Allemands. Il y a vraiment du panneau européen. En France, il y en a 2, 3 ou 4 qui font. Il y a aussi un gros projet européen là justement de se ressaisir de cette filière-là qui est clairement une filière stratégique. Il y a des projets de grandes usines. Il y a le projet de Sarreguemines qui est un projet dont beaucoup parlent parce que c'est une grosse usine de production photovoltaïque. Donc il y a une stratégie aujourd'hui européenne qui est vraiment de créer une alliance, mais pas que sur le photovoltaïque, aussi sur la batterie, sur stratégique industrielle. Madame Grandhomme avait une question. Oui, allez-y. Bonsoir. Je voudrais savoir si vous aviez connaissance d'un éventuel assouplissement de la législation qui faciliterait en fait l'installation de panneaux dans des zones soumises aux ABF. Parce que c'est un petit peu compliqué. Ouais, je connais un petit peu votre territoire, Séverine, ça fait longtemps ça fait longtemps que je suis pas venu d'ailleurs, mais je connais ça. Alors, factuellement, non. Factuellement, non. Aujourd'hui, on n'a pas écho de simplification. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet qu'on essaie de porter. Malheureusement, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer là-dessus. D'accord. Il s'agit d'arbitrage entre le ministère de la Culture et de la Transition. Donc, c'est pas à notre niveau que ça se joue. Très bien. J'espère qu'ils seront sensibles, en tout cas, aux démarches que vous souhaiterez entamer lorsqu'on est dans des zones justement protégées. Il y a Loïc Bidot aussi qui voulait vous interroger. Oui, bonjour. Sur la localisation du photovoltaïque au sol, donc vous évoquiez effectivement les anciennes décharges ou centres d'enfouissement, voire éventuellement d'anciens sites industriels, mais vous excluiez complètement tout ce qui peut être terrain agricole, naturel ou autre. Il y a un cadre précis ou pas, ou c'est des directives Alors, il y a plusieurs choses dans ces sujets-là. Aujourd'hui, dans le cadre des appels d'offres, donc qui sont des mécanismes de soutien public, le législateur dit « Moi, j'achète l'électricité si c'est dans une zone pas agricole. » Je vous fais le résumé un peu rapide, mais c'est un peu ça. Par contre, on pourrait très bien imaginer que, au vu des baisses des coûts, qu'on ait des producteurs qui disent « Moi, j'ai plus besoin de ces mécanismes-là, et donc je vends sur le marché de l'électricité, il y a une bourse de l'électricité, donc j'ai pas besoin de ces contraintes-là. » Par contre, il faudrait quand même obtenir des permis de construire, pour avoir ces zones-là. Donc, voilà, il y a le premier sujet de dire comment je valorise, et le deuxième sujet, c'est comment je respecte quand même le code de l'environnement et l'urbanisme pour avoir les permis de construire. Donc, c'est un vrai sujet. Après, ce qu'il faut voir, c'est que des fois, on peut avoir un double usage au photovoltaïque sur terre agricole. Par exemple, dans le sud, on commence à avoir des vignes qui ont besoin d'ombre l'été, sinon elles crament.
Et donc, du coup, la solution, c'est de dire, est-ce que je fais des ombrières qui ne produisent rien ou est-ce que je mets du photovoltaïque? Là, il y a un intérêt parce que le solaire est au service de l'activité agricole. Par contre, si on n'a pas cette condition nécessaire, attention, il y a des risques. Pourquoi il y a des risques? Parce qu'aujourd'hui, entre du fermage sur une terre agricole qui a faible valeur et du photovoltaïque, les montants qui vont être rémunérés pour le foncier sont bien supérieurs en photovoltaïque. Donc, oui, le propriétaire terrien, l'agriculteur, il pourrait avoir intérêt à mettre du photovoltaïque. Mais attention, voilà, c'est vraiment un sujet d'aménagement du territoire, d'équilibre des choses entre de l'activité agricole et du photovoltaïque. Nous, je suis une association de promotion du solaire, mais nous, on met en avant un solaire raisonné et durable. Donc attention à ne pas faire n'importe quoi avec le développement du photovoltaïque. J'ai entendu parler d'agrivoltaïque. C'est exactement c'est ce que j'évoquais. En fait, l'agrivoltaïque, c'est comment on met en place du photovoltaïque sur des terres agricoles. Loïc, qui a une question. J'ai pas. Non, c'est Madame Isabellon aussi qui a levé la main. Alors, bonsoir. C'est pour répondre, en fait, excusez-moi de revenir sur le sujet d'avant, à Isabelle Grandhomme. En fait, on est petite cité de caractère au Puy-Notre-Dame et on avait la réunion des PCC qui a eu lieu à Baugé. Et c'est là où on a remarqué que derrière l'ancien tribunal de Baugé, sur la prison, donc sous le nez du château, tout le toit était refait en panneaux solaires. Donc, en réponse, je pense que ce n'est pas incompatible. Je pense que, voilà, ça nous a donné beaucoup d'espoir à nous qui sommes en SPR. Donc, voilà, c'est pas incompatible. Alors, j'ai peut-être mal précisé mon propos. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas incompatible. Par contre, il n'y a pas d'évolution qui, en gros, qui ferait, où j'espère qu'il n'y a pas d'ABF autour de la salle, mais en gros, qui dit, ben voilà, l'ABF, on ne le consulte plus, on fait ce qu'on veut et puis on est chez nous. Par contre, il n'empêche qu'on peut mettre du photovoltaïque en la production ENR, c'est possible. Et ce qui est, en fait, ça dépend aussi de l'ABF et des relations qu'on a avec eux. Il y a quand même des évolutions que je vous ferai suivre sur justement les aspects de covisibilité entre les centrales et les bâtiments. Il y a quand même des allègements qui sont en cours. En fait, on n'en est pas à mettre des panneaux solaires sur la collégiale du 12e. Hein, mais... non, surtout pas. Et ni en face. Mais je prends un exemple. Par contre, sur un bâtiment industriel qui est déjà existant, pour remettre des panneaux, ça ne change pas le bâtiment industriel non plus, quoi. D'accord. Oui, c'est vrai. Toutes les mains se sont baissées. Ah si, il y a Loïc qui est Monsieur Bilot, plutôt. Je dis Loïc. J'appelle les gens par leur prénom, hein. J'espère que ça ne vous choque pas. Ouais. Il a peut-être laissé ça. Non? Oui, voilà, il avait peut-être laissé sa main levée. On a terminé sur l'heure qui était prévue. Est-ce qu'on pousse 5 minutes pour vous montrer quelques petites choses en plus, des exemples notamment? Est-ce que je peux te poser une question? Parce que je n'arrive pas à trouver la main. Michel, voilà, par rapport à la slide, c'était la répartition du coût selon la taille. Alors, par rapport à une maison individuelle, on avait un coût d'installation qui était assez énorme par rapport aux deux autres exemples. Là, ça veut dire qu'on ne parlait que de la revente du courant au réseau actuel, qui est quand même protégé et qui sera de plus en plus cher, puisque l'entretien est quand même de plus en plus cher et est aléatoire par le passé. Et donc, est-ce que vous pouvez m'indiquer au niveau s'il y a une dynamique au niveau de la production individuelle, mais pour l'autoconsommation, est-ce qu'il y a un démarrage ou pas, ou est-ce que les gens sont intéressés? Alors, je vais répondre sur deux sujets. En fait, le tarif auquel vous allez vendre l'électricité va être dépendant de la taille de l'installation. Et en fait,
les coûts de production et les tarifs d'achat sont assez parallèles. C'est-à-dire qu'en gros, le tarif de 12 ans, il est presque identique pour une petite installation, pour une grande installation, la durée. Par contre, c'est les montants qui changent. Et ce qui est important de savoir, c'est que j'entends des fois dire c'était plus intéressant avant. Et en fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les tarifs d'achat et les tarifs de coût des matériels, ils sont presque parallèles. Donc ça a été construit comme ça. Et donc, en durée, ça reste toujours la même durée d'investissement. Sur l'autoconsommation, clairement, c'est la grande orientation. Ça répond aux attentes des gens. Et ça répond aussi le législateur y répond. Le nouvel arrêté tarifaire qui va arriver, il a été conçu pour favoriser l'autoconsommation. Je ne rentre pas dans le détail, mais tout a été construit pour favoriser l'autoconsommation. Et quand vous produisez et que vous ne consommez pas, vous allez pouvoir valoriser, vendre le surplus. Parce que là, on va vers une société de plus en plus électrique, donc on va consommer de plus en plus d'électricité. Donc, il faut bien accumuler toutes les sortes d'énergie. Il y a un point qui est important. Je partage votre avis. On est dans une société électrique, mais on est aussi dans une société connectée. Et du coup, il faut pas se dire, moi, je fais mon projet solaire dans mon truc avec ma contrainte. Non, on est connecté à un réseau public de distribution qui est votre propriété, qui est géré. Qui est délégué au CIEMEL, qui est géré par Enedis, mais c'est le bien public. Et donc, il faut se servir de ce bien public. On pose la question des fois sur le stockage. Je dis, le stockage, un jour peut-être, mais pour l'instant, le stockage, c'est le réseau et c'est les partages d'énergie. Alors, juste un mot du CIEMEL là-dessus. Il faut avoir conscience qu'on a quand même la chance en France d'avoir un des meilleurs réseaux de distribution d'électricité au monde. C'est reconnu, hein, et en fait, on a un système qui a été voulu de la parité, de la péréquation, pardon, réseau. Donc, on a vraiment eu cette volonté politique de donner un accès à l'électricité à tout citoyen en France, où qu'il soit, au même coût. Le fait de commencer à fonctionner en se découplant du réseau, c'est-à-dire en fonctionnant en autonomie sans connexion au réseau, ça va petit à petit poser des questions sur ce système de péréquation. C'est-à-dire, si chacun joue dans son coin, qui paye les contributions, donc le TURP, etc., qui paye les investissements sur le réseau. Est-ce que du coup, demain, on va vers une société où ceux qui ont les moyens se payent leurs installations photovoltaïques et ne financent plus l'entretien du réseau, et ceux qui n'ont pas les moyens, du coup, se retrouvent avec un réseau en état de moins en moins bon avec le temps. Donc, il y a cet aspect, on va dire, très géopolitique, stratégique à avoir en tête quand même quelque part. Après, sur des bases, on va dire, plus terre à terre, ce qu'on vous dit là, je pense que tu seras d'accord avec moi, Simon, c'est d'ailleurs un peu dit tout à l'heure, on ne vous dit pas que la solution aujourd'hui et demain, maintenant, c'est l'autoconsommation, et voilà, il faut faire de l'autoconsommation à tous les étages. Non, on a encore un système de tarifs d'achat nationalisé qui permet de mutualiser un petit peu le soutien aux énergies renouvelables sur le territoire français. Et dans plein de cas, ça reste encore le plus intéressant. Donc voilà, faut bien étudier chaque cas. Voilà, ça c'est excessivement important. C'est qu'il y a une solution pour tous les types de projets et toutes les attentes que vous avez. Est-ce que vous avez une orientation où vous dire, moi ce qui compte c'est gagner de l'argent? Est-ce que vous avez une orientation de dire, moi ce qui compte c'est d'économiser? Est-ce que je veux être plus d'une option de maîtrise énergétique, de valorisation? Voilà. En fait, vous avez plein de petits boutons de réglage et vous choisissez les réglages et après, il n'y a pas un système, une boîte magique qui vous dit il faut faire ça. Donc vous avez le CIEMEL, vous avez des bureaux d'études qui vont vous aider là-dessus, mais il y a une solution à vos contraintes économiques. Après, technique, ABF, oui, le TUFO, le beau TUFO, c'est pas un super copain du photovoltaïque. Ah, blanc et noir, ça marche bien quand même. Pourtant, blanc et noir, ça marche bien. Hein. Pourtant, il absorbe bien la chaleur. Hein. Ah ouais. Il y a Isabelle qui a une question. Oui, moi je voulais juste savoir, moi j'ai été interpellée par des administrés et je n'ai pas su répondre, quels sont les dispositifs d'aide pour la pose de panneaux chez les particuliers? Alors,
le dispositif d'aide, c'est le tarif d'achat. Alors, on entend dire il n'y a plus d'aide sur le photovoltaïque. Non, le message qu'il faut leur faire passer, c'est qu'il y a une aide, c'est une aide d'État. Donc, c'est le tarif d'achat, c'est le fait que l'État va vous acheter l'électricité à un prix qui est supérieur à celui du marché. Et dans l'exemple d'un particulier, aujourd'hui, l'État, il vous achète le kilowattheure 17 centimes, d'accord, environ. Et s'il achetait ce kilowattheure sur les marchés de l'électricité, il achèterait 5, d'accord. Donc, en gros, l'État vous finance 12 centimes d'euros par kilowattheure pour produire de l'électricité. Donc, le message que vous pouvez faire passer aux administrés, c'est oui, il existe des aides, et ce ne sont pas des aides à l'investissement, c'est des aides au flux, donc à l'énergie achetée. Alors, je ne rentre pas dans le détail, il y a des petites subtilités, mais grosso modo, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est l'État qui vous aide en achetant l'électricité plus cher que ce que vous pouvez la vendre sur les marchés de l'électricité. Oui, mais si on se souvient bien, l'arrêt sur cette industrie a été fait par l'État qui a supprimé son prix d'achat à un moment. On a cassé la dynamique quand même. Et là, on n'est pas à l'abri puisque c'est politico-fluctuant, comme vous voulez. Et donc, ça dépend si l'État continue. Hein. Oui, alors, absolument. Sauf que l'État avait fait, dans toute sa mesure, en gros, quand il a arrêté, c'est qu'il a acheté l'électricité à 60 centimes au lieu de 5. En gros, le 5 n'a pas bougé. Donc, vous voyez, entre 17 et 5 et entre 60 et 5, il y avait quand même une grosse différence. Et donc, en gros, il s'est dit, oh là là, mais ça va me coûter trop cher, j'avais pas prévu ça. Et donc, au lieu de faire un système de lissage, il a tout coupé et du coup, il a cassé cette dynamique. Aujourd'hui, clairement, donc le nouvel arrêté arrive. En termes de chiffres, il faut le savoir, c'est 5 à 6 milliards d'euros, l'arrêté tarifaire que j'évoque. Donc, c'est le montant des aides d'État qui vont être mobilisées. Donc, on peut dire l'État va mettre au service du développement de la filière 5 à 6 milliards d'euros. Aujourd'hui, clairement, l'orientation, les engagements qui sont faits, fait en sorte qu'il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de, je le souhaite, hein, on n'est jamais à l'abri, mais il n'y aura pas d'arrêt comme on l'a connu parce qu'on est sur des choses beaucoup plus mesurées maintenant. Et puis, si vous regardez quand même aujourd'hui, enfin, on peut rapidement regarder, mais du Rassemblement national à la France insoumise, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'opposition au solaire. Ça reste quand même un sujet relativement consensuel. C'est le sens de l'histoire quand même. Et alors après, sans rentrer dans les mécanismes de soutien, mais il y a plein de mécanismes de soutien de l'État qui sont sous forme de garantie. Parce que si, en fait, l'État vous garantit un prix, mais si vous vendez sur le marché à ce prix-là, l'État, ça ne lui coûte rien. Donc, il y a des mécanismes plutôt pour les grandes centrales où, en fait, ça ne coûte plus rien à l'État. Parce que l'énergie solaire est compétitive directement sur les marchés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, à 19h10, je pense que je vais vous perdre si je rentre dans cette histoire. Non, c'est très intéressant. J'ai remplacé Madame le maire, Sandrine Lyon, mais je participerai bien aux autres ateliers. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de place, mais... Vous pourrez lui dire que la session a été enregistrée et qu'elle peut aller la voir en ligne. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc voilà, on a Simon et Adrien qui sont là pour répondre à vos interrogations. Alors, juste en attendant que des questions éventuellement arrivent, je vais très rapidement vous donner 2 exemples qui pourront vous servir. Illustration. Voilà. Alors, je passe sur les ordres de grandeur. 2 exemples sur votre territoire. Le parc du Champ de Livaux à Montreuil-Bellec, certains connaissent sans doute, qui était une ancienne décharge de la communauté d'agglomération, qui l'est toujours.
qui a été confiée à Alternergy, la SEM départementale, pour qu'ils y créent un parc photovoltaïque. Donc ça, c'était en 2017. La mise en service, elle est prévue pour 2022, donc l'année prochaine. C'est une exploitation de 30 ans qui est prévue sur 8 hectares. Donc 8 hectares, c'est à peu près 7 mégawatts. En tout cas, c'est ce qui est prévu sur cette centrale-là. On a 5 mégawatts qui font partie en fait des systèmes dont parlait Simon de soutien national, avec un complément de rémunération qui est garanti sur 20 ans aux producteurs. On ne voit pas ta diapo. Ah zut, pardon. Ça n'a pas marché. D'accord. Étonnant ça. Bon, eh ben, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez quelque chose là ou pas du tout? Ah, c'est bon. Oui. Et donc, il y a 2 mégawatts qui ont été rajoutés sur ce projet-là, qui sortent des schémas de soutien nationaux et qui sont vendus, la production est vendue directement à Enercop. Voilà, donc ça, c'est la petite originalité sur ce projet-là. L'autre originalité, c'est que c'est un projet qui est porté certes par la SEM, mais qui a décidé, mais en relation aussi avec la communauté d'agglo, hein, d'inclure dedans un collectif citoyen. Donc le collectif PEPS qui va se constituer en SAS pour l'occasion. Donc qui va devoir réaliser une levée de fonds, une levée d'épargne citoyenne pour financer 80 000 €. Et énergie partagée, qui est un petit peu l'équivalent au niveau national de financement citoyen. Donc, on a 3 acteurs là dans le capital de ce projet-là. Donc, vous voyez que ça va produire à peu près l'équivalent de la consommation en électricité de 2700 foyers. Hein. On a, je crois, 1700 foyers sur Montreuil-Bellay, quelque chose comme ça. Et un deuxième exemple, si le système veut bien, je ne comprends pas trop comment ça marche là. Voilà. La salle communale de la Landchal, donc la plus petite commune de Maine-et-Loire. Je ne sais pas si le maire est parmi nous. Je ne l'ai pas vu. On avait réalisé pour la commune, au niveau du CIEMEL, une note d'opportunité. Hein, on réalise des notes d'opportunité pour les communes. Et suite à cette note d'opportunité qui lui donnait un petit peu les grands enjeux de sa centrale, les points de vigilance et l'équilibre économique global du projet, le maire a décidé d'engager le projet au nom de la commune, hein, donc sur les fonds de la commune. Et petite particularité, sans emprunt. Donc il la finance à 100%. La mise en service est prévue 2021. Donc là, c'est un petit peu les ordres de grandeur que tu donnais, Simon. On est sur un retour d'investissement qui est prévu sur 13 ans à peu près, sachant que la durée de vie, elle est au moins de 30 ans sur les panneaux. Il faut encore vérifier quelques contraintes. Et là, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, on a effectivement une contrainte ABF. Donc c'est une des premières choses qui a été faite en 2019, hein, c'est que le maire a été voir l'ABF pour lui demander ce qu'il en pensait. L'ABF lui a donné des préconisations, c'est-à-dire qu'il devait couvrir la totalité de la toiture. Il fallait que ce soit de teinte noire, donc teinte ardoise. Le problème, c'est qu'on a une toiture trop grande et du coup, on était, en termes équilibre économique, c'était compliqué parce que du coup, ça voulait dire qu'on mettait 45 kW crête sur le toit alors qu'on a un seuil de tarif d'achat à 36. Donc en gros, à 36, on a un projet très rentable, à 37, on a un projet pas du tout rentable. Et là, on se trouvait à 45. Donc ce qui a été décidé sur ce projet, on n'a pas vraiment eu le choix. Hein. La négociation avec l'ABF s'est terminée comme ça. On a dit, OK, on va faire 45, mais on va faire une fois 36. Et puis ensuite, on va faire une extension 18 mois après de cette centrale de 9 kW. Et on aura 45 kW. On aura couvert l'ensemble de la toiture. Donc là, on produit à peu près l'équivalent de la consommation de 20 foyers sur cette toiture. Donc vous voyez, là, 2 ans hein, pour monter ce projet-là. Sur un projet de centrale au sol, on était sur 5 ans à peu près. Et quel est l'investissement, Adrien? Il est de à peu près 40 000 €. Je n'ai plus le chiffre exact. Non, mais ça donne un ordre de grandeur. Voilà, eh bien, écoutez, on vous remercie. N'hésitez pas encore si vous avez des questions là, sur les quelques minutes qui restent.
profitez-en. On a un peu dépassé le timing, mais vous pouvez encore poser la question qui est restée de côté. Lâchez-vous, même s'il est 19h15. C'est qu'en vérité, ils ont tellement l'habitude que j'ai arrêté la réunion à 1 minute près à l'heure qu'ils sont habitués à ne plus poser de questions après. Allez, on arrête là. Merci à tout le monde de votre participation. J'espère que ça vous aura éclairé. Et puis, rendez-vous pour c'est le 18 mai, le prochain atelier. Pour 2 têtes, ça doit être ça. Oui, Tout à fait. Le 18 mai à 14h. On se connectera un peu avant parce que là, ça va être très particulier. Cet atelier de travail va se faire en visio aussi. Ça va être un peu différent de d'habitude puisqu'on sera dans des salles différentes, des salles de travail. Donc, ça en plénière et en groupe. Bien. Voilà. Adrien, merci. Simon, merci beaucoup. Séverine, merci pour l'organisation. Et puis, merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup à tous. Allez, bonsoir.